Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité, je serai en compagnie de Cédric Moreau, associé chez Sofinnova Partners. Ensemble, nous commenterons effectivement ce contexte si particulier pour les valeurs de santé en général et les biotech en particulier. Dans l'interview, je recevrai Stanislas Veillé, PDG de Biofitis. Eh bien, le journal des biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir pour ce point d'actualité d'être en compagnie de Cédric Moreau, associé chez Sofinnova Partners. Sofinnova Partners, c'est la société de capital investissement référence dans les sciences de la vie, rien que ça. Bonjour Cédric. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, j'ai envie de commencer par une question toute simple, toute bête. Comment vous allez en ce moment, vous? Comment on assume ce quotidien bouleversé qui est le vôtre avec les sociétés que vous suivez dans ces circonstances si particulières? Écoutez, déjà, je me considère plutôt comme privilégié en travaillant chez Sofinnova, puisque depuis le lundi 16 mars, l'ensemble des collaborateurs, donc 45 personnes, ont pu effectivement, premièrement, être en sécurité, assurer leur propre sécurité, celle de leur famille, en étant à domicile, confinés, et puis, bien sûr, assurer la continuité des opérations, puisqu'on avait tous les systèmes de vidéoconférence en place et opérationnel pour les collaborateurs. Donc ça, c'est vrai que c'était déjà une priorité, bien évidemment, et un vrai confort en travaillant chez Sofinnova. Ensuite, bien évidemment, il a été très rapidement temps de regarder de très très près ce qui se passait dans les sociétés de notre portefeuille. On a plus de 50 participations et sociétés actives dans le portefeuille de Sofinnova. Et bien évidemment, notamment au niveau du cash, il a été important de prendre des décisions rapides et de trouver des solutions. Mais ça, je pense qu'on y reviendra lors de cet entretien. Et puis, un troisième aspect à ne pas oublier, qui est peut-être moins évident pour les téléspectateurs et auditeurs, c'est notre nécessité aussi de faire des rapports et de la remontée d'informations auprès de nos propres investisseurs. Et donc, au sein du fonds Sofinnova Crossover, la semaine dernière, on a fait un point sur l'ensemble des participations pour montrer où on en était, faire l'état des lieux et des actions mises en place. Et puis également, on essaye, en tant qu'acteur majeur de la santé, de partager de l'expérience, partager de l'expertise. Et on a monté un comité scientifique composé d'experts français de très haut niveau en virologie, experts des essais cliniques, pour nous accompagner, mettre à disposition de nos investisseurs et de nos entrepreneurs. Donc voilà le type d'activité qu'on a eu depuis ces 3 semaines de confinement. C'est important parce qu'on entend effectivement beaucoup de choses dans le domaine. Et j'ai envie de dire maintenant, comment ça se passe pour les sociétés que vous suivez avec toutes les conséquences qu'on imagine, sans doute des difficultés de refinancement dans ce contexte, des difficultés, on en a déjà parlé dans le journal des biotech, à mener des essais cliniques, des lenteurs réglementaires. C'est aussi tout ce genre de problèmes dans lesquels vous les accompagnez? Alors absolument. On a identifié 4 éléments importants dans la gestion de cette crise. Premièrement, bien sûr, assurer au niveau ressources humaines, là aussi, la sécurité des employés dans chacune de nos sociétés et la mise en place du télétravail dans la plupart des cas. Donc ça, c'était le point important. Ensuite, au niveau opérationnel et financier, on va dire que la gestion de la cash line, c'est quelque chose qui est très habituel dans la société de biotech. Donc, c'est nos entrepreneurs, nos organisations sont équipés pour ça. Alors, bien évidemment, la situation est plus tendue, mais c'est, je pense, une force du secteur de ne pas avoir de chiffre d'affaires la plupart du temps et de gérer vraiment au plus près cette cash line. En revanche, et vous l'avez tout à fait justement mentionné, la gestion des essais cliniques est le point majeur opérationnel d'impact de cette situation de crise du coronavirus. Donc, on a des sociétés qui sont en cours d'essais cliniques. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut assurer la bonne qualité des data pour les patients qui ont été déjà recrutés. Et puis, savoir comment on va pouvoir réactiver le recrutement lorsque, effectivement, on sera sorti de ce confinement, qu'on aura aussi retrouvé de la bande passante auprès des hôpitaux. Et puis, on a aussi des
des essais cliniques ont été totalement recrutés, mais il y a des suivis à faire, que ce soit de sécurité ou parfois d'efficacité, donc des visites. Et les patients, pour la plupart d'entre eux, ne peuvent pas, là, pour le moment, se rendre effectivement dans les centres. Donc, en fait, on a fait un système de scoring pour nous au sein de nos sociétés et afin d'évaluer tout ce qu'on pouvait faire pour ces essais cliniques. Et on a vu que les autorités réglementaires, quand même, que ce soit l'FDA aux États-Unis et l'EMA en Europe, qui se montraient tout de suite très réactives et ont commencé à effectivement ouvrir des possibilités de flexibilité d'amendement dans les protocoles. Et ça sera extrêmement très précieux. Le dernier point, c'est tous les aspects corporate. Et là, évidemment, les biotech discutent de façon très régulière avec des corporates. Bon, là, la plupart du temps, c'est mis un petit peu en pause. Il y a des discussions qui se poursuivent. Mais il est sûr que les pharma gèrent aussi leurs propres priorités. Je vais avoir un peu besoin de votre œil d'expert là maintenant. Comment ça se passe aujourd'hui dans le secteur? Sur le marché, on voit qu'il y a des sociétés de biotech qui ont fait des annonces, qui ont plutôt bien performé en bourse dans cette période troublée. On voit qu'il y a des biotech non cotées qui ont réussi à lever de l'argent. Je pense à Dynacure en France, Iteos en Belgique, parfois des belles sommes. Est-ce que vous sentez de la nervosité ou au contraire, quand je vous écoute, finalement une certaine préparation, et on ne va pas dire que ça continue comme d'habitude, mais finalement le secteur n'est pas non plus bouleversé? Oui, alors j'évoquais le fait que dès le 16 mars, nous étions opérationnels. Alors, bon, on va dire que cette première semaine a été quand même un petit peu compliquée. Il a fallu que tout le monde prenne C'est ses marques et ouais. réalise un petit peu ce qui allait se passer. Mais il est clair que depuis 2 semaines, non seulement le gros du travail, en tout cas des actions à prendre, ont déjà été réalisées au sein des sociétés du portefeuille, et que donc on peut aussi libérer un peu plus de temps, soit pour terminer les deals qui étaient en cours. Et c'est vrai que on avait un deal flow très riche depuis le début d'année. Donc chez Sofinova, on a fait une réunion tout à l'heure. Je crois que sur les 2 dernières semaines, on a closé 4 nouveaux investissements et 3 refinancements. Donc ça vous montre bien que, en tout cas pour les deals qui étaient déjà bien avancés, ils ont pu se conclure dans des bonnes conditions. Alors des fois avec des valorisations qui peuvent être ajustées, revues en tenant compte de cette crise, mais il est vrai qu'on a pu conclure ces tours. Donc les financements de Dynacure, Iteos, qui en sont des gros financements, sont évidemment des financements qui ont été lancés plusieurs mois en avant, mais qui ont pu se conclure et se réaliser dans des conditions, on va dire, quasi tout à fait normales. Et ça, je crois que c'est un point important, effectivement, à souligner. Quel est, c'est peut-être aussi le moment de mettre en lumière, quel est un peu le rôle, ou quel va être le rôle de sociétés comme la vôtre, de société de capital investissement, dans cette période qu'on est en train de traverser et qui va encore durer quelques mois? Alors écoutez, je crois qu'on a un rôle absolument central, clé à jouer. Alors déjà, à l'échelle personnelle, par exemple, on essaie tous d'avoir des initiatives. On a une personne qui s'appelle Marion chez nous qui passe de son temps hors les heures de travail à la sécurité civile ou au SAMU le week-end pour aider à réguler les ambulances. Donc à l'échelle personnelle, on est tous touchés évidemment en travaillant dans le secteur de la santé depuis de nombreuses années par ce qui se passe et on essaye de promouvoir, d'aider sur ce qu'on peut. Aussi, on actionne notre réseau à tous les niveaux, c'est-à-dire, par exemple, en Chine, nous avons des connexions et on vient d'être livré de plusieurs milliers de masques pour effectivement fournir quelques hôpitaux avec un partenaire chinois qui nous accompagne, qui est actionnaire aussi dans certains fonds chez Sofinova. Donc ça, c'est, je vais dire, le rôle clé qu'on essaye de jouer en tant qu'acteur de la santé pour aider dans cette crise à court terme. Et bien évidemment, on se projette dans nos sociétés. Nous sommes des investisseurs à long terme. La plupart du temps, c'est 5, 8, 10, des fonds de 10 ans. Donc, on est engagé auprès de nos entrepreneurs. Là, on fait vraiment totalement équipe. Plus que jamais, on est avec eux pour essayer de trouver des solutions, de les accompagner. Donc ça, c'est un point absolument déterminant de la période actuelle. Et puis, on a un rôle un petit peu souvent contracyclique avec ces investissements de long terme. On peut effectivement, il est vrai, pouvoir passer ces caps-là et puis saisir quelques opportunités. Alors aujourd'hui, effectivement, une société qui est dans le vaccin, dans les maladies infectieuses ou dans les diagnostics sont des sociétés qui sont
plus regardées Eh que oui. ce qu'elles étaient il y a, On a il y vu des a, il y a, il y parcours a, il y a impressionnants. quelques Ouais. mois. Ça ne veut pas dire voilà, ça veut pas dire qu'on abandonne d'autres thématiques, mais en tout cas, c'est notre rôle Ouais. absolument majeur d'acteurs de financement de ce secteur et en particulier de l'innovation dans le domaine de la santé. Euh, Cédric Moreau, j'ai envie de poser la question, est-ce que finalement de ce mal ne pourrait pas ressortir un bien? Vous êtes déjà venu sur le plateau du journal des biotech nous expliquer que voilà, malgré tout, malgré tous vos efforts, on manquait encore de capital en France, on manquait encore dans trop de sociétés de taille critique, il fallait grossir. Est-ce que finalement, c'est pas l'occasion, là ou jamais, de se rendre compte de ce formidable atout de ces sociétés de santé innovantes en France et puis peut-être que les pouvoirs publics, enfin, accompagnent un petit peu plus les sociétés qui sont présentes sur ce secteur? Alors écoutez, merci d'aborder ce point-là et moi je vous entends tout à fait. Et effectivement, je vous le disais tout à l'heure, une organisation comme Sofinnova, on respire la santé, on est complètement imbibé, impliqué dans ce secteur-là depuis des années avec tous les collaborateurs. Donc on pense que cette crise va aussi remettre un petit peu les choses en place et puis faire de la santé une des top priorités. C'est vrai que ces dernières années, y compris en France, c'était peut-être un peu moins vu comme un secteur porteur, d'avenir, innovant, mais on se rend compte que ce secteur-là est totalement impactant en termes sanitaires, bien évidemment, mais social, et on le voit tous les jours aujourd'hui, et puis économiquement. Ben voilà, un virus, ça peut mettre à plat l'économie mondiale en quelques semaines. Et donc, il y a eu, il y a encore des initiatives en France, et on pense qu'effectivement, demain, on pourra tous bénéficier de ça. Vous avez des participations dans Gensight, dans Sensorion, dans Inventiva. Est-ce qu'il y a encore de la place en ce moment, parce que je sais qu'il y en aura plus tard, mais est-ce qu'il y a encore de la place en ce moment pour des thématiques de santé telles que la NASH, telles que les thérapies géniques, ou est-ce que malgré tout, ces sociétés innovantes, elles trouvent encore écho auprès des investisseurs? Alors, nous, on est investisseurs de long terme. Donc, effectivement, ces thématiques telles que vous les avez évoquées, NASH ou de modalités plus technologiques, type la thérapie génique, on pense qu'effectivement, ce sont des thématiques porteuses qui vont perdurer dans le post-Covid-19 et qu'on aura évidemment encore beaucoup d'intérêt et d'appétit dans ces domaines-là. Maintenant, il est vrai que on va pouvoir peut-être ouvrir aussi des nouveaux champs d'intérêt. Faut pas se le cacher, tout ce qui était maladies infectieuses était vraiment un secteur très porteur parce qu'avec peu d'innovation et puis des business models un peu difficiles avec des prix très bas, le diagnostic n'est pas toujours une industrie facile effectivement non plus à financer pour les acteurs du venture. Donc, le vaccin est très capitalistique. Donc, c'est difficile, effectivement, de se lancer dans ces aventures-là lorsqu'on a des moyens limités. Donc, voilà des domaines pour lesquels demain, effectivement, on aura peut-être plus de moyens, plus d'intérêt, plus d'innovation à faire valoir. Mais là encore, je pense que les thématiques de l'oncologie, de la NASH, tel que vous l'avez évoqué, ou des modalités technologiques, la thérapie cellulaire ou la thérapie génique, vont demeurer des thèmes plus que porteurs dans les prochaines années. Bon, vous reviendrez quand on sera déconfinés tous, Cédric, commenter ces thématiques en plateau avec nous? Écoutez, avec grand plaisir. En tout cas, on est pleinement mobilisés. Et puis, voilà, comme vous l'avez dit, j'espère qu'on sortira tous plus fort et en tout cas que le secteur de la santé pourra à l'avenir continuer à se développer et nous, on compte bien y jouer un rôle majeur et aider à poursuivre cette tendance. Merci beaucoup Cédric Moreau, associé chez Sofinnova Partners. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je suis sur le plateau en compagnie de Stanislas Veillé, PDG de Biofitis. Alors, Biofitis, c'est cette biotech spécialisée dans les pathologies du vieillissement. Votre produit le plus avancé, Sarconeos, est notamment utilisé pour la sarcopénie, une dégénérescence musculaire liée à l'âge. Bonjour Stanislas Veillé. Bonjour Laurent. Alors, justement, on va parler de Sarconeos, mais avouons-le, vous arrivez un petit peu là où on ne vous attendait pas, il faut le dire, puisque vous avez annoncé lundi soir le lancement d'un nouveau programme de développement clinique, COVA,
avec Sarconeos justement, mais comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire associée au Covid-19. Et on se dit, tiens, au niveau scientifique, quel principe d'action de Sarconeos vous est apparu pertinent dans le traitement du virus? Écoutez, vous savez que Sarconeos agit sur le récepteur MAS, qui est un des composantes principales du système rénine-angiotensine, qui lui-même est très important dans la régulation de la fonction respiratoire. Et il s'avère que le virus, ce coronavirus qui entraîne des pneumopathies sévères et des insuffisances respiratoires chez les patients Covid-19, attaque en fait ce système de régulation de la fonction respiratoire, le système rénine-angiotensine, à l'endroit même où notre produit agit. Et donc notre produit est susceptible de compenser finalement cette insuffisance respiratoire qui est induite par cette infection virale. Et donc nous sommes tout à fait légitimes pour développer Sarconeos dans ce contexte-là. Nous ne traitons pas évidemment l'infection virale en tant que telle. Nous ne sommes pas un antiviral, encore moins un vaccin. Nous traitons finalement l'insuffisance respiratoire aiguë qui s'établit quelques jours après cette infection virale pour éviter l'utilisation de ces ventilations mécaniques, réduire évidemment, on l'espère en tout cas, le nombre de patients qui vont être en réanimation et limiter évidemment les décès associés à cette infection virale. Bon, alors vous arrivez effectivement après, effectivement, pour éviter, on l'a bien compris, de mettre les gens sous respirateur. Alors on se doute que la rapidité est clé. Vous avez dû travailler d'arrache-pied, j'imagine, pour essayer de vous positionner sur cette indication. Comment ça marche? Avec qui vous avez pris contact? Vous mentionnez dans votre communiqué de presse la NSM. Est-ce que vous avez également des contacts aux États-Unis? Comment ça va se dérouler très concrètement? Écoutez, tout d'abord, je voulais simplement signaler que nous faisons notre job, comme d'autres biotech, comme d'autres personnes, et en particulier les médecins, évidemment, qui sont en première ligne. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés. C'est une pandémie absolument terrible qui atteint en particulier les personnes âgées, avec des taux de mortalité qui ont été largement sous-estimés pendant des mois. Donc, quand on s'est aperçu que ce virus, effectivement, utilisait cette cible, le récepteur, l'enzyme ACE2, donc qui produit l'angiotensine 1,7, qui agit sur notre récepteur MAS, et que nous étions complètement légitimes pour essayer de trouver une solution. Nous nous sommes mobilisés à fond, 24 heures sur 24, pendant des semaines, pour travailler avec les cliniciens de la Pitié-Salpêtrière, travailler sur le protocole clinique, monter le dossier qu'on a monté, mais à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer, pour pouvoir le déposer le plus vite possible, pour essayer d'apporter une solution à ces patients qui sont hospitalisés avec ces symptômes de coronavirus positif et ces symptômes d'insuffisance respiratoire, qui est la raison pour laquelle aujourd'hui ils sont hospitalisés. Sinon, les patients restent chez eux. Donc il y a un dossier en Voilà, France, il y a un dossier aux États-Unis aussi, Stanislas Veillé? alors, le dossier, c'est le même Ouais. protocole clinique, Ouais. et il va être déposé en Belgique dans les jours qui viennent et aux États-Unis. Bon. Et alors, comment ça va se dérouler concrètement en France, ces essais? Comment vous allez faire? Alors, c'est un essai particulier qui reprend un peu certains éléments d'ailleurs du protocole que nous avons mis en place pour l'étude dans la myopathie de Duchenne, où on regarde aussi la fonction respiratoire. C'est pas nouveau, c'est peut-être un peu surprenant pour les investisseurs, mais le critère principal dans la myopathie de Duchenne était aussi la fonction respiratoire. Ouais. Donc la cause est différente évidemment, mais on retrouve un certain nombre de similarités. Et le protocole est adaptatif. On va démarrer avec 50 patients qui vont être recrutés essentiellement à la Pitié-Salpêtrière ou en France, si la NSM nous donne l'autorisation dans les prochaines semaines, dans le cadre de procédures accélérées liées à Covid-19, fast track. Ensuite, il y aura une analyse intérimaire qui sera faite par le DSMB,
et qui permettra d'identifier le nombre de patients qu'il faudrait cibler pour une deuxième étape qui impliquera entre 100 et 200 patients. Et puis ensuite, de nouveau, une analyse intérimaire et une troisième étape où on ira sans doute jusqu'à 300 patients. L'objectif étant d'obtenir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle si le traitement est efficace à l'issue de ce protocole qui devrait se terminer à peu près au mois de juillet. Donc qui se terminera, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est très rapide, protocole qui se terminerait au mois de juillet. Alors parallèlement à cette annonce, il y a une annonce, il y a un autre communiqué que vous avez fait sur le lancement d'une offre au public d'un peu plus de 7 millions de bons de souscription d'actions. Les actionnaires qui sont inscrits en compte à la date du 8 avril, ils auront une priorité de souscription. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette opération, qu'on comprenne bien comment elle s'inscrit dans votre, j'imagine, refinancement? Est-ce que c'est pour financer cette étude? Est-ce que c'est pour refinancer la société? Expliquez-nous un petit peu. C'est surtout pour associer les actionnaires historiques de la société. On a plusieurs milliers d'actionnaires individuels. Et pour la première fois depuis l'offre publique, l'introduction en bourse, en fait, en 2015, nous donnons la possibilité à nos actionnaires de souscrire à ces bons, qui sont des bons de souscription, qui sont vendus 6 centimes pièce, et avec un prix d'exercice qui est de 0,27, donc un cours tout à fait raisonnable. Et nous souhaitons les associer parce que nous pensons que cette lutte contre Covid-19 nous dépasse, je dirais, beaucoup d'entre nous, et nous avons besoin du soutien de nos actionnaires, et nous souhaitons aussi, finalement, par ce geste-là, leur demander de nous accompagner, leur demander de venir voter à l'AG qui va être le 11 mai. C'est très important pour nous donner les délégations et nous permettre d'avoir le financement pour poursuivre le développement de la société. Le 11 mai, vous maintenez cette date malgré effectivement les conditions actuelles qui ne sont pas forcément simples pour tenir une assemblée générale? Oui, elle ne sera pas physique, elle sera donc à huis clos. Et les actionnaires pourront voter électroniquement sans problème, en tout cas la plupart d'entre eux qui ont accès à leur ordinateur. Ouais. Est-ce qu'on peut faire d'ailleurs un petit point sur la trésorerie de Biofity, Stanislas Veillet? Après, je sais qu'il y avait une augmentation de capital de 3,3 millions d'euros en début d'année 2020. Quel horizon vous avez pour la trésorerie de la société? À la fin, on vient de publier les résultats financiers, donc le rapport financier est donc disponible. La trésorerie a été d'un peu plus de 6 millions d'euros à la fin de l'année. Nous avons refait ensuite une augmentation de capital de 3 millions d'euros entre-temps. Et nous avons cette ligne de financement obligataire, des obligations convertibles de 24 millions. Nous avons annoncé que nous changeons donc de partenaire et nous utilisions Atlas maintenant, ayant résilié Negma, pour une ligne de 24 millions d'euros qui nous donne cette visibilité financière qui est à notre main. Nous pouvons tirer des tranches de 3 millions quand nous le souhaitons. D'accord. Donc là, vous avez de la visibilité pour à peu près combien de temps? Plus de 12 mois, on va dire, avec ces lignes de financement, évidemment. Maintenant, l'enjeu pour nous, là, est très simple. C'est la poursuite de l'étude dans la sarcopénie qui se poursuit. On a fini le recrutement des 231 patients, et les patients, comme nous, sont confinés chez eux, ne peuvent pas aller à l'hôpital, ils sont âgés, et évidemment, ils sont à haut risque. S'ils attrapaient ce Covid-19, ça serait extrêmement dangereux pour eux, donc on leur délivre les traitements chez eux. Oui, justement, est-ce que ça, donc vous l'avez dit, ça c'est effectivement on reparle de sarconéose pour le coup dans son indication principale, en tout cas celle qu'on connaît bien dans la sarcopénie. Les patients sont recrutés. Est-ce que cette crise sanitaire va avoir un impact sur le déroulement, le calendrier de l'essai clinique? Alors pour l'instant, je dirais non, puisque nous avons annoncé la fin du recrutement juste avant justement ce confinement en Europe et aux États-Unis. Et les patients sont chez eux, prennent le traitement. Par contre, sur la qualité de l'étude, il est possible qu'il y ait un impact, puisque certains patients pourraient décider, s'ils le souhaitaient, de sortir de l'étude. Ce n'est pas le cas pour l'instant, surtout avec évidemment l'intérêt qu'il y a à prendre ce produit dans le cadre de Covid-19. Mais
évidemment, ils ne peuvent pas aller dans les centres cliniques et nous allons perdre des données, hein, puisque les observations cliniques ne peuvent pas être faites, par exemple, pour les patients qui ont terminé l'étude, Mm. et donc on les laisse sous traitement un peu plus longtemps. Donc nous nous adaptons dans le cadre des procédures et des guidelines qui ont été, je dirais, données par la FDA il y a 15 jours maintenant. Est-ce que du coup, l'abaissement du nombre de patients dans l'étude qui avait été décidé et accepté ne va pas poser problème dans ce cadre particulier? A priori, non, puisque ces patients ont été entièrement recrutés Mhm. et nous les suivons et nous poursuivons l'étude, nous leur délivrons les traitements à domicile. Euh, et si certains patients doivent retourner à l'hôpital, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour leur visite finale, par exemple à 6 mois, parce qu'ils sont confinés chez eux, ils restent sous traitement et ces évaluations se feront lorsque le confinement sera terminé. C'est ce qui a été décidé et en ce sens, on suit les guidelines de la FDA qui ont été données à toutes les sociétés biotech ou laboratoires pharmaceutiques qui ont des études en cours aux États-Unis. Donc, quelle date on peut redonner peut-être sur la publication des résultats de ces essais aux gens qui nous regardent? L'étude devrait se terminer donc en octobre-novembre Mhm. et les résultats finaux avant la fin de l'année. Nous Donc restons on sur reste ce toujours planning. effectivement sur des résultats avant fin 2020, enfin en tout cas fin 2020. Oui, tout à fait. Dans le contexte actuel, s'il n'évoluait pas, Mm. hein, puisque là, on est évidemment à la merci d'un, je dirais, d'évolution, et ce sera évidemment en fonction de la durée du confinement, en particulier aux États-Unis. Un mot peut-être pour finir, Stanislas Villiers, sur l'autre programme de développement, Myoda, qui utilise Sarconeos chez des patients atteints justement, vous l'avez parlé, de la myopathie de Duchenne. Où en est ce programme aujourd'hui? Il y a 10 jours, on a annoncé que nous avions obtenu les autorisations de lancer ce programme dans la myopathie du chêne en Belgique. Oui. Donc, on a maintenant les autorisations en Belgique et aux États-Unis. Malheureusement, là, en l'occurrence, Covid-19 nous empêche de démarrer l'étude. Nous préparons son lancement pour la rentrée, donc septembre. Voilà, ça, on suit ce calendrier qui a été décalé de 2 mois à peu près par rapport à ce que nous avions avant l'épidémie Covid-19, 2, Mhm. 3 mois. Pour finir, on peut s'attendre à ce que Biophytis communique dans les mois qui viennent sur les progrès de cet essai dans le Covid-19? Oui, c'est aujourd'hui ce que nous pouvons faire dans cette crise sanitaire. Euh, je dirais, les hôpitaux sont complètement mobilisés, hein, sur Covid-19. Et donc là, au contraire, une étude peut se dérouler extrêmement vite puisque les patients, vous le savez bien, vous le voyez à la télévision tous les jours, affluent dans les centres hospitaliers. Et donc plusieurs traitements qui sont des médicaments, hein, sont testés. Là, on a sans doute en France un des premiers candidats médicaments qui pourrait être testé. Donc, on est dans une autre catégorie. Hein, on est dans un, comme vous le savez, dans, dans une autre dimension. Et c'est la priorité aujourd'hui de la société, de ses partenaires, que d'avancer le plus vite possible dans cette étude COVA, passer cette première phase en mai, et puis à avancer vers la deuxième phase en juin, pour terminer cela en juillet. L'administration du produit, c'est 1 mois. Hein, c'est entre le moment où les patients arrivent, sont hospitalisés, Mhm. sont avec cette insuffisance respiratoire, il peut se dégrader extrêmement vite Oui, on l'a vu. avant qu'il y ait une phase inflammatoire, cette tempête de cytokines qui peut s'exprimer. Et c'est dans cette période-là où le virus attaque ce système rénine-angiotensine. Et c'est pour ça que ces patients ont cette insuffisance respiratoire qui s'établit, cette grande fatigue. Et c'est là qu'on pense que notre produit peut faire la différence et aider, je dirais, à traiter ces patients pour éviter que leur état de santé s'aggrave. Bon, ben, Donc, on va suivre ça avec attention, hein. Merci Stanislas Veillé d'avoir été avec nous aujourd'hui, PDG de Biophytis.
Merci. Ce journal des biotech est désormais terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.